Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à tous. On évoque ce scandale de la maltraitance des personnes âgées dans les EHPAD. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial, Reda Emrabi. Bonsoir à vous. Vous êtes avec Antoine Durand devant l'une des résidences, l'un de ces EHPAD, Orpea, sur les bords de Seine, à Neuilly, en région parisienne. Où est-ce qu'on nous en sommes, Reda, de ce qui devient l'affaire Orpea ? Eh bien Laurence, ce livre des Fossoyeurs est une véritable bombe politique à fragmentation, vous l'avez dit, avec les différentes réactions gouvernementales, avec Brigitte Bourguignon qui a évoqué la convocation du directeur d'Orpea. Ce qui a beaucoup étonné, c'est évidemment la question du rationnement des couches, des biscottes, les odeurs nauséabondes qui peuvent sortir de certaines pièces. Alors ici, justement, avec Antoine Durand, on a essayé de tâter un petit peu le pouls, aussi bien auprès des résidents qu'auprès des soignants. Ils ne veulent pas évidemment témoigner face caméra, mais de ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a ni maltraitance, ni le fait que certains soient bien traités. C'est un petit peu un entre-deux qui nous est décrit. On a eu aussi le témoignage hier d'une soignante qui a travaillé 7 mois dans un établissement Orpea et qui a évoqué tous ces problèmes de rationnement, avec différentes anecdotes concernant aussi les serviettes hygiéniques qui ont été remises aux différents soignants. Et pour vous donner un petit peu une idée, ici on est dans un des plus grands centres en France, avec une chambre qui est un tarif minimal d'à peu près 6 500 €, avec un coût moyen de 10 000 € par chambre. Bref, par rapport aux standards qui ne sont pas pratiqués, par rapport au traitement qui est réservé aux soignants, il y a un 2 poids 2 mesures qui commence à faire vraiment scandale. Merci beaucoup, Reda Emrabi, avec Antoine Durand devant donc un EHPAD, et Brigitte Bourguignon, c'est bien sûr la ministre de l'Autonomie qui est en charge de ces questions. Marie de Henzel, ce livre, Les Fossoyeurs, met la lumière sur des pratiques qui sont malheureusement courantes dans notre pays et qui soulèvent l'indignation. On traite mal nos personnes âgées, on ne s'en occupe pas avec l'humanité, évidemment, qu'elles méritent. Et ça fait longtemps. Ce n'est pas du tout nouveau. Ça fait très longtemps que l'on dénonce la maltraitance dans certains EHPAD, parce que là aussi, je crois qu'il faut faire dire qu'il y a des EHPAD dans lesquels il y a une humanité, je l'ai constaté moi-même, et d'autres dans lesquels, effectivement, il y a des pratiques qui sont inacceptables et qui sont liées à quelque chose, tout simplement au fait qu'il n'y a pas assez de personnel. Ça a été, l'ADPA dénonce ça depuis des années. L'ADPA, qui Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs d'EHPAD et du domicile, dénonce depuis des années le manque de personnel. Et moi-même, j'ai fait une tribune il n'y a pas très longtemps dans Le Monde, et justement, je suis quand même... je me dis qu'il y a quand même deux discours. Gabriel Attal nous parle de son respect pour le grand âge, et en même temps, c'est quand même ce gouvernement qui abandonne la loi grand âge. Et c'est le 3e président de la République qui abandonne cette loi. Il y a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, maintenant Emmanuel Macron. Et pourquoi ils abandonnent ? Pour des raisons financières, c'est Bercy. Ça coûte trop cher. C'est Bercy qui tranche. Et vous savez que c'est très très grave. C'est très grave l'abandon de cette loi grand âge. Parce que justement, ce que nous voyons, c'est que nous sommes quand même 20% de la population à plus de 65 ans. Eh bien, nous savons que nous allons vieillir dans l'indignité parce qu'on n'aura pas mis les moyens maintenant que toute cette population, qui va arriver très nombreuse dans 10 ans, peut-être j'espère pas dans des EHPAD, parce que je fais partie d'une génération qui n'en veut pas des EHPAD. Nous voulons qu'on invente d'autres structures. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout le souci du gouvernement de mettre de l'argent dans le grand âge. Et là, je suis un peu scandalisée par les discours, si vous voulez. Voilà. Les discours politiques. On se donne bonne conscience en diligentant des enquêtes, alors qu'on a laissé tomber la loi grand âge. Je n'y crois plus du tout à ce respect du grand âge. Bien sûr. Jean-Claude Dacier. On vote dans 2 mois, Or, les seniors votent et votent beaucoup massivement. Et on sait pour qui ils votent. Donc, j'imagine que la réaction qu'on a vue de M. Attal et d'autres, convocation immédiate du directeur d'Orpea, etc., c'est pas tout à fait un hasard, et je pense que c'est le début. Je pense qu'il faut aussi garder un peu mesure, et que je pense pas que les scandales, les défaillances, les maltraitances sous des formes variées soient l'exclusivité de cette société Orpea. Encore une fois, si depuis longtemps, les privés, les capitaux privés se sont engouffrés
sont installés sur ce créneau, vous avez raison de dire, ça fait des années et des années. C'est pas un hasard. C'est parce que l'État n'était pas là au rendez-vous. On crée aujourd'hui et on parle, mais on ne fait qu'en parler, hélas, depuis quelques temps, de créer une 4e famille, je ne sais pas comment on peut appeler ça, directement sous la responsabilité de la sécurité sociale ou autre, pour, simplement, il n'y a plus un centime, on est couvert de dettes, et pas seulement de cela. Donc il est vrai que le privé a probablement besoin, il est utile qu'il soit là. Encore faudrait-il, en effet, ce bouquin, moi je l'ai pas encore lu, je vais le lire ce week-end, mais au minimum, est-ce qu'il le problème des personnels, est-ce qu'un cahier des charges qui imposerait au privé et au public, parce que le public gère aussi des EHPAD, l'État gère aussi des maisons de retraite. Et je dis rien d'autre que cela. Mais je pense qu'un cahier des charges pour tous et toutes serait plutôt le bienvenu. Ce serait le début du début de la réponse. Alexandre Devecchio, puis après je vous passe la parole. Je ne veux pas polémiquer avec mon ami Jean-Claude Dacier, mais je suis surpris, étant donné les politiques qu'il défend d'habitude, qu'il en appelle tout d'un coup à l'État. Je constate que l'État n'est pas là depuis des années. Content qu'on soit d'accord là-dessus. L'État est là indirectement, parce que d'où l'hypocrisie incroyable de Gabriel Attal, parce que ce sont souvent les gens qui gèrent ces établissements, sont des hauts fonctionnaires qui ont travaillé, été payés par nos impôts, qui travaillaient pour le système de santé public et qui vont dans ces établissements privés, appliquant d'ailleurs parfois les mêmes recettes de politique comptable, de rentabilité, vont dans ces établissements privés pour s'enrichir. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, je ne veux pas faire de démagogie, c'est un problème compliqué. Il y a le vieillissement de la population, il y a aussi sans doute un problème de civilisation. La modernité fait sans doute qu'on s'occupe moins bien de nos vieux, entre guillemets, mais il y a quand même des gens qui sont censés servir et qui se servent finalement des plus âgés et des plus faibles pour s'enrichir. Karim, vous, c'est le côté humain qui vous a beaucoup heurté dans le récit qui est fait dans ce livre Les Fossoyeurs. Moi, je suis scandalisé parce que ce sujet est au cœur des choix de société que nous devons faire, auxquels nous devons opérer, de choix de civilisation dans lesquels nous voulons vivre. Et on ne peut pas l'éluder d'un revers de main. Et on ne peut pas non plus rester dans une bataille privée-publique. Ça doit aller au-delà. On doit avoir une approche avec un spectre beaucoup plus large. Comment on peut faire pour maintenir à domicile ceux qui le souhaitent, mais là aussi dignement. Parce que quand vous parlez à ces femmes et ces hommes qui sont des auxiliaires de vie, qui passent à la maison, moi, mes 2 grands-mères, j'ai eu cette chance-là, ont dépassé 90 ans. 95 et 97 ans, elles sont décédées. Donc elles ont voulu rester à domicile, et c'était notre choix aussi. Donc au maximum, elles l'ont fait jusqu'à leur dernier souffle. Et il y avait des personnels qui venaient. Donc, mais ces personnels, mais il faut voir la manière dont ils étaient traités aussi. Je veux dire, il fallait rester un temps donné, un nombre de minutages. Donc tout ça est minuté. Enfin, on ne peut pas s'occuper correctement de l'humain avec une telle approche qui est celle de la rentabilité à tout craint. Ça n'est pas possible. Donc il y a le maintien à domicile. Il y a peut-être aussi d'autres formes que les EHPAD. Donc, je sais qu'il y a des maires compris, et vous devez en être au courant, des mesures, des mini petits pavillons de maisons avec là aussi des services médicaux à proximité, donc qui sont tout à fait accessibles parce qu'il y a une dimension sociale dans ces mesures qui sont prises aussi. Donc, il faut que nous inventions la capacité à nous donner pour traiter nos vieux comme il se doit, avec la dignité qui s'impose. Là, on est dans la rentabilité à tout craint avec Orpea. Donc, on gave des actionnaires, il faut le dire. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'État subventionnaire. Hein, Marie Wenzel, qu'est-ce que vous proposez sur cette question de la dignité, c'est peut-être le moment, peut-être de parler de ce Conseil national autoproclamé de la vieillesse qui vient de se créer, dont je fais partie, et qui envoie une lettre aux candidats à la présidence de la République pour que, d'abord, nous revendiquons la création d'un Conseil national consultatif des personnes vieilles, et nous assumons ce mot de vieux. Bien sûr. Hein, et pour que, justement, les personnes vieilles soient consultées dans ce qu'elles souhaitent. Or, pour parler des EHPAD, un des points sur lesquels cette note repose, c'est notre refus du système des EHPAD tels qu'ils existent.
Vous êtes beaucoup battus au moment du confinement. Oui, des dizaines. Pour que les pensionnaires puissent voir leur famille. Voilà, toutes ces personnes qui sont rassemblées dans des lieux dans lesquels on les considère comme des objets de soins et pas comme des personnes qui sont des citoyens à part entière, qui peuvent donc donner leur avis sur les décisions qui les concernent. On a bien vu pendant le confinement qu'en fait, on n'a absolument pas demandé leur avis à ces personnes qu'on a isolées dans des chambres, qui se sont laissées mourir de chagrin et de solitude, à qui on a empêché de recevoir la visite d'un enfant qui voulait tout simplement pouvoir donner un repas avec les mêmes protections que les soignants. Et on sait très bien que derrière cela, il y a ce qui ne va pas dans ce système aussi. Bon, on parle beaucoup de finances là, mais c'est qu'il y a en fait la responsabilité pénale des directeurs. Et là, c'est quelque chose qu'il faut changer. Et on ne peut pas entrer dans un établissement dans lequel une personne va pouvoir décider de vous enfermer, alors que vous êtes censé être chez vous. Donc, il faut évidemment, on parle d'alternatives, il faut trouver des solutions dans lesquelles on aille, qui soient intermédiaires entre le domicile et puis l'EHPAD. Et puis l'EHPAD, les résidences-services seniors, c'est un très, très bon modèle. Les gens sont chez eux, ils ne sont pas seuls parce qu'il y a des activités dans lesquelles ils peuvent rencontrer d'autres personnes, mais ils sont chez eux. On respecte leurs droits de citoyens. Il y a une sécurité parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut joindre à tout moment. Évidemment, ce n'est pas médicalisé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas, je dirais, financièrement le paquet sur, justement, les services de soins à domicile ? Ils existent déjà, mais il faut les renforcer. Et c'est adapté à toutes les pathologies, parce qu'on sait que sur les maladies neurodégénératives, c'est plus compliqué le maintien à domicile. Mais je vais vous dire aussi, moi j'ai mon idée de psychologue. Je pense que quand quelqu'un rentre dans une maladie neurodégénérative, il va se dégrader très rapidement s'il se trouve dans un environnement dans lequel il sent on ne le respecte plus. Alors que s'il est chez lui ou je dirais dans un système dans lequel peut-être une petite communauté, on peut envisager des colocations, il y a des tas d'habitats groupés, enfin vous savez que les Japonais, par exemple, moi je me suis beaucoup intéressée au bien vieillir au Japon. Ils ont ce concept du moai, des petites communautés de personnes âgées qui vivent chez elles, dans leur quartier, dans leur village, et qui établissent une solidarité entre elles. C'est 10, 12 personnes, mais là, on est dans l'humain. Il y a une solidarité entre elles, une solidarité intergénérationnelle, et bien sûr, la commune aussi participe, est impliquée dans cette... On va faire une petite pause. On y revient, Karim, parce qu'effectivement, c'est absolument central. Et on verra les questions que vous posez d'ailleurs aux candidats à la présidentielle. Ils auront à répondre, s'ils le veulent bien, à ces questions sur le grand âge. On fait une pause, on en parle dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, avec Marie de Henzel, qui est psychologue, écrivaine, auteur du livre Vivre avec l'invisible aux éditions Robert Laffont, avec Alexandre Devecchio du Figaro, Karim Zerebi. On se pose la question de comment organiser pour les décennies à venir la question du grand âge, la prise en charge des personnes âgées. Les candidats à la présidentielle auront à y répondre. On regarde les explications, on écoute les explications de Reda Emrabi et puis on voit quelles solutions on peut trouver. Emmanuel Macron en avait fait une des priorités de son début de quinquennat. Et nous laissons des personnels remarquables, mais avec des équipements, un taux d'encadrement qui ne permet pas de faire face à une dépendance de plus en plus médicalisée et à une transformation de ce grand âge. Le président avait fixé l'horizon 2025 pour refonder le système des EHPAD et l'aide aux personnes dépendantes. Mais pour ses adversaires comme Anne Hidalgo, la mission n'a pas été remplie. Emmanuel Macron annonçait fièrement une loi grand âge et autonomie pour la fin de 2019. Le projet a été abandonné en rase campagne. Voilà en fait le vrai marqueur du quinquennat Macron, c'est qu'il n'y a pas eu de marqueur social.
Alors que proposent les autres candidats? Après les révélations sur le groupe Orpea, Valérie Pécresse demande de la transparence sur la situation des EHPAD. Je pense qu'il faut remettre des indicateurs de qualité de soins dans les EHPAD et il faut les rendre publics. On permettra, à la société de juger de comment nos aînés sont traités. D'autres, comme Marine Le Pen, veulent plus de moyens et un contrôle législatif. Je pense que l'ensemble des parlementaires devraient pouvoir, comme ils le font en prison, aller sans prévenir, effectuer des visites surprises dans l'intégralité des EHPAD de notre pays. Il faut à tout prix imposer un nombre de personnel minimum. À gauche, Yannick Jadot propose des cantines 100% bio pour améliorer la qualité de la nourriture. Quelques propositions pour les EHPAD, mais pas de véritable plan ou de réforme spécifique sur le sujet de la dépendance. Alexandre Devecchio, ça peut devenir une question de la présidentielle ou est-ce que tout le monde va se dépêcher de l'éluder et de se dire la question du grand âge, ça sera pour plus tard? En tout cas, ça devrait l'être. Et là, on voit bien que les réponses sont en dessous de la main. Je ne comprends pas comment ça n'existe pas déjà ce système de contrôle. Comment il n'y a pas des critères. Si vous voulez monter un EHPAD, il devrait y avoir quand même un cahier des charges et un contrôle. D'autant plus qu'ils sont, je le répète, subventionnés par l'État. Donc, il devrait y avoir contrôle et on devrait leur enlever leur subvention au minimum si le fonctionnement est mauvais. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, c'est vrai que c'est une question très vaste et on aurait aimé que tous les candidats réfléchissent pendant 5 ans à ce type de questions parce que c'est vrai que c'est quasiment une question de civilisation. Jean-Claude le disait, la société moderne fait que c'est très compliqué aujourd'hui de s'occuper de ces vieux comme avant, mais je crois que c'est encore plus profond que ça, c'est qu'on est dans un système capitaliste. Karim a parlé de rentabilité, c'est le maître mot, et je crois qu'il faudrait un changement de paradigme philosophique. Aujourd'hui, quand on n'est plus rentable, on n'est plus rien. On est déshumanisé, donc il faut retrouver un sens de l'humanité, voilà, et conjuguer ça avec des solutions pratiques. Et le rôle du politique au sens noble, c'est justement d'apporter des solutions à ce type de problème. Marie de Henzel, vous allez questionner les candidats, si j'ai bien compris, avec votre collectif. Là, par exemple, un droit de visite. Marine Le Pen propose que les parlementaires puissent aller visiter les EHPAD comme les prisons. Déjà, le comparatif fait froid dans le dos, mais est-ce que c'est une solution? Oui, mais bien sûr. Tout ce qui a été dit, ce sont des bonnes propositions. Mais moi, je voudrais dire quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que je crois qu'il faudrait écouter les personnes de plus de 65 ans, qui sont les futurs, peut-être, bénéficiaires des EHPAD, mais nous disons que nous ne voulons pas arriver à la case EHPAD. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans le regard que l'on porte sur le vieillissement. Et nous, dans ce comité, ce Conseil national consultatif des personnes vieilles, nous voulons qu'on change le regard, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des personnes qui prennent de l'âge et qui font tout pour garder leur autonomie, le maintien de l'autonomie. Est-ce que notre médecine s'intéresse au maintien de l'autonomie? Non, elle va s'intéresser aux maladies, aux pathologies du grand âge. On va pathologiser la vieillesse. Mais la vieillesse, elle est peut-être pathologique pour un petit nombre, mais je peux vous dire que je connais, moi, alors j'en connais énormément de personnes de plus de 90 ans qui sont tout à fait autonomes. Et si vous interrogez des 70, 75 ans aujourd'hui, ils vous diront « Moi, je souhaite être autonome à 95 ans ». Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Est-ce qu'on leur demande leur avis? Est-ce que le futur président de la République s'intéressera à ça, à la mise en place d'une médecine qui met le paquet sur la prévention, justement, sur une médecine de qualité qui s'intéresse. Est-ce qu'on s'intéresse au vieillir digne? Non, c'est des vraies questions, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, en réalité, je ne voudrais pas le dire, mais en réalité, on s'en débarrasse et on les parque. On s'en débarrasse. Voilà la vérité. Voilà. Alors, elle est dure à dire, même pour ceux qui, comme moi, ont mis aussi leurs parents en EHPAD. Mais on a un peu honte, on n'est pas très à l'aise, surtout quand on lit le bouquin. Et c'est vrai qu'il faudrait réfléchir, peut-être, pas pour tout le monde, mais à d'autres formes de préservation et d'accueil, plutôt que de dire, bon, je suis tranquille. C'est un EHPAD très bien, ils ont l'air très sympas, ils s'en occupent bien. Et hop, on est peinard, on repart, on va les voir une fois par mois. C'est un peu juste, peut-être. Mais on est tous coupables, hein. Par rapport à ce que vous...
Alors, est-ce qu'on s'interroge sur ce que c'est que la perte d'autonomie ? Vous savez que la perte d'autonomie, c'est pas seulement une question de maladie ou d'accident, c'est la perte d'estime de soi. Quand vous perdez l'estime de vous, c'est la voie directe vers la perte d'autonomie. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi des pathologies. Non, mais c'est très en amont qu'il faut s'intéresser à ça. Préserver l'autonomie des personnes vieillissantes. Nous voulons attirer l'attention aussi là-dessus, parce que c'est pas seulement s'intéresser à ce qui arrivera quand là encore une fois, 20% de la population n'a pas du tout envie d'aller grossir ces énormes EHPAD. On a envie d'autre chose. De voir, d'entendre, d'écouter, de constater le manque de vision, permettez-moi, des candidats à l'élection présidentielle sur un sujet aussi majeur, aussi crucial, qui est un sujet effectivement structurant de la société dans laquelle nous vivons. Vous l'avez dit tout à l'heure, 20% de personnes qui ont plus de 65 ans. Mais rendez-vous compte, la démographie fait qu'on va en avoir très rapidement beaucoup. Bien sûr. Si on n'apporte pas de réponse politique cohérente, travaillée, on va se retrouver dans une situation inextricable où l'indignité prendra le pas, à n'en pas douter, sur la situation. Or, quand vous voyez, vous les écoutez, ils ont une mesure, les contrôles. C'est la seule mesure, parce qu'on sort un livre qui est un livre scandaleux, et leur réponse, au lieu de nous dérouler une vision, un programme, une connaissance de la chose, donc non, les contrôles. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu court. Moi, j'aimerais qu'ils sachent, ces candidats, combien touche une auxiliaire de vie. Elles sont payées au lance-pierre, ma chère Laurence. Combien de patients doit s'occuper un aide-soignant combien sont dans la à nuit domicile combien ça nous coûterait si on se donne les moyens collectivement d'avoir une réponse digne? Combien ça nous coûterait? Je voudrais le savoir. Le projet de loi de la... Attendez, ce que ça coûte par an, c'est 800 milliards sur les aides diverses et variées. Peut-être que l'argent ne va pas là où il devrait aller. Exactement. Mais l'aide globale, c'est 800 milliards. C'est nous les meilleurs. Déjà, simplement, on a de la misère et du malheur. Alors, ça va pas. Marie de Henzel. Au moment où il a abandonné la loi Grand Âge, Jean Castex a dit « mais nous allons injecter de l'argent dans le projet de loi de la sécurité sociale, nous allons créer 10 000 postes en 5 ans ». Mais c'est 100 000 qu'il faut. Enfin, on se moque du monde. C'est 100 000, parce qu'il est évident que s'il y a suffisamment de personnel, ce personnel a du temps. Et vous disiez, moi je crois qu'il est formé. Vous savez, le personnel, il a été formé. Et il est confronté à des situations qui les mettent éthiquement dans je dirais, un décalage par rapport à leur humanité, parce qu'ils choisissent quand même par humanité ce métier, et puis les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, c'est vrai qu'il y a un mépris des soignants, parce que j'en connais énormément, ils n'ont pas choisi pour rien cette profession. Ils ont été formés, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont formés, mais ils ne peuvent pas mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Entre autres, par exemple, le temps de faire une toilette. Quand on sait l'importance du contact pour des personnes âgées, quand vous êtes obligé de faire une toilette en 3 minutes, alors que c'est le moment de contact, le moment où on se parle, dans lequel il y a une intimité qui se crée, je veux dire, là, on est déjà dans l'inhumain. On est dans l'inhumain. Rien que sur la toilette. J'aimerais juste qu'on écoute quelques Français, je vous passe la parole ensuite, Alexandre Devecchio, qui disent, est-ce qu'ils ont confiance ou pas? Est-ce qu'ils font confiance dans les EHPAD? Écoutez leurs réactions qui sont assez contrastées. Personnellement, je ne laisserai pas forcément quelqu'un de ma famille dans un EHPAD, parce que c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas nécessairement très dignes. Donc c'est vrai qu'à choisir, si j'ai les moyens ou si on a les moyens de s'occuper de la personne âgée, la laisser dans un cadre un peu plus sain, c'est vrai que je préférerais. Il n'est pas question. Il n'est pas question de rester, je le garderai chez moi pour m'en occuper. Il n'est pas question que je l'envoie dans une maison de retraite. Ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas de savoir qu'ils sont dans ces conditions-là. Ma belle-mère était dans une maison de retraite en Vendée, extrêmement bien gérée. Elle était très très bien suivie. Voilà, on voit qu'il y a des réactions. Chacun a son expérience. Vous vouliez dire quelque chose, Alexandre Devecchio, sur ce qu'a évoqué Marie de Henzel? Plusieurs choses sur
l'absence de vision que dénonçait Karim Zeribi, il a sans doute raison. Parce que comme l'a dit Marie de Henzel, je suis pas sûr qu'il faille se contenter de contrôler les EHPAD et je suis pas sûr non plus qu'il faille en rester au système des EHPAD. Sans doute c'est une nécessité dans certains cas, les maladies dégénératives lourdes comme la maladie d'Alzheimer, mais est-ce que ça doit être le système uniforme? Est-ce qu'on peut pas imaginer d'autres structures? Ça, c'est ce qu'on attendrait effectivement d'un candidat à la présidentielle. S'il n'y a pas d'argent dans les caisses, d'abord, voilà, ça, il l'a dit Jean-Claude, on dépense de l'argent pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'aides sociales. Est-ce que là, c'est pas une aide sociale légitime? Est-ce qu'on peut pas faire preuve d'imagination? On parle de refaire un service civique. Moi, je suis pour un service civique obligatoire de 6 mois. On peut imaginer qu'une partie de ceux qui feront ce service civique aillent aider des personnes âgées. Ensuite, il faudra quand même se poser la question de la médecine moderne, je crois, et ça rejoint la question du Covid, de qu'est-ce que c'est la vie, à partir de quand elle a encore un sens ou pas. Et on l'a vu pendant le Covid, on a sacralisé la vie biologique, la vie nue, mais en même temps, on a laissé des gens mourir, ça a été rappelé, sans qu'ils puissent voir leur famille et sans partir dans la dignité. On a décidé que les personnes âgées, à mon avis, ça a été les premières victimes du confinement, devaient rester confinés sans voir leur famille. Est-ce qu'ils veulent, et ont perdu, ils ont perdu des capacités cognitives, à mon avis, très importantes. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu pour certaines d'entre elles qu'elles continuaient à avoir des contacts humains? C'était un paradoxe fou. Donc c'est vrai que cette élection présidentielle, après la crise qu'on a vécue, devrait être le lieu d'un débat sur ces sujets qui sont des sujets majeurs. Et nous demandons, je parle au nom de ce futur Conseil national consultatif des personnes vieilles, nous demandons à ce que le futur président de la République s'engage à ce que la vieillesse soit une cause nationale la première année du mandat. Et pas juste une variable d'ajustement en fin de mandat où on se dit j'ai pas fait la loi grand âge. Une vraie cause nationale. Mais par rapport à ce qu'a évoqué Alexandre Devecchio, moi je suis convaincu, j'assume mes propos, qu'un certain nombre de nos vieux sont morts. Par les conditions dans lesquelles on les a mis avec la Covid et sous prétexte de vouloir les protéger. Je pense qu'au contraire, on a aggravé leur situation morale, émotionnelle et cette solitude dans laquelle on les a mis, parfois cette forme d'isolement inhumain a provoqué pour moi la mort de bon nombre de nos vieux. Je pense qu'ils auraient préféré voir leurs enfants, leurs petits-enfants, quitte à prendre des risques. Je veux dire, à un moment donné... Je suis convaincu. Imaginons un massacre dans les EHPAD à cause de l'épidémie. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Il était là. La Covid, elle était là. Elle était là, la Covid. Ils étaient transmis sans voir. Le virus était transmis sans qu'ils voient leur famille. C'était pas facile. Et on a rajouté du malheur au malheur. Donc, de la tristesse à la problématique sanitaire. Donc, je suis désolé. Il faut qu'on remette l'humain au centre de nos préoccupations pour traiter nos vieux. L'humain au centre. En tout domaine, en toutes circonstances. Il ne faut penser qu'à ça. Et si ça nous coûte, qu'on nous dise combien ça va nous coûter sur nos impôts. Je suis convaincu que nos compatriotes sont prêts pour qu'on traite bien nos anciens, donc à mettre ce qu'il faut sur la table. Pour ceux qui paient des impôts, on en paie déjà beaucoup, pour beaucoup d'entre nous. Donc, et à payer des impôts, moi je veux savoir où ça va. Et si ça va pour traiter nos vieux dans des conditions dignes, je signe de suite, madame. Il y a beaucoup à faire dans ce pays à tous égards. Est-ce que vous avez déjà des retours des candidats que vous avez sollicités, Marie de Henzel? Non, ils vont être sollicités. Je dirais la note que j'ai devant moi est une note qui va être remise là dans les jours qui viennent. Et donc après, ils auront à répondre. Il va y avoir d'ailleurs le 14 février, le CNAV organise une conférence de presse chez Ariane Mouchkine. C'est ce qui est prévu au théâtre d'Ariane Mouchkine. Pour faire avancer cette cause sociétale extrêmement importante. Rendre publique cette note. Voilà. Merci en tout cas d'être venue, Marie de Henzel. Vivre avec l'invisible, c'est le titre de votre livre chez Robert Laffont. C'est un autre sujet, mais qui est évidemment passionnant. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant tous les quatre dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On parlera de sécurité avec des violences à Brest et également dans l'Essonne. À tout de suite dans Punchline.